Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. Cette déclaration du président Alassane Ouattara a été très applaudie par les parlementaires ivoiriens ce jeudi. Mais comment le peuple a-t-il réagi à cette annonce? Tour d'horizon dans ce journal. Les efforts des autorités de Mogadiscio récompensés grâce au solide bilan enregistré en matière de réforme fiscale, politique, sociale et économique. La Somalie vient d'obtenir un allègement complet de sa dette envers le FMI. Le FMI qui salue les progrès économiques du Kenya, des efforts qui se sont traduits par un taux de croissance de 5,6% en 2019 et une baisse du déficit du compte courant extérieur à 4,6% du PIB. Mais avant de développer ces titres, la nouvelle est tombée ce jeudi 5 mars. Le gouvernement français a finalement autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le décret d'extradition a été signé par le Premier ministre français Édouard Philippe. Ce décret reste susceptible d'un recours devant le Conseil d'État, rappelant que le frère de l'ancien président Blaise Compaoré est mis en cause au Burkina Faso dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Il avait été arrêté à l'aéroport de Roissy en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. La nouvelle fait les choux gras de la presse en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a renoncé ce jeudi à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Une décision saluée par de nombreux acteurs politiques et qui devrait, selon certains observateurs, rebattre les cartes du jeu politique en Côte d'Ivoire. On fait le point tout de suite dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Le chef de l'État Alassane Ouattara ne sera pas candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Devant le Sénat et l'Assemblée nationale, réunis en congrès, le chef de l'État ivoirien a annoncé sa décision de ne pas briguer un troisième mandat de 5 ans. Cette décision a créé la surprise parce que le chef de l'État avait affirmé à plusieurs reprises que la Constitution lui donnait le droit de se représenter s'il le voulait. Pour les analystes politiques, cette décision est un développement majeur. Dans un contexte africain dominé par le tripatouillage des constitutions, pour se présenter ad vitam aeternam. Le cas patent et révoltant de la Guinée, voisine de la Côte d'Ivoire, est là pour interpeller les consciences. Je pense que Alassane Ouattara épargne aux Ivoiriens une crise sociopolitique majeure liée à la contestation de son troisième mandat qui n'aurait vraiment pas manqué. La décision du chef de l'État ivoirien de ne pas se représenter oblige son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à se trouver un autre candidat pour l'élection présidentielle. Cette annonce aura également un impact sur l'opposition ivoirienne. Cela met davantage la pression sur les deux autres dirigeants majeurs de la politique ivoirienne, à savoir Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui ne cachent pas leur intention de se présenter à la présidentielle de 2020. Après cette annonce, tous les regards sont encore tournés vers le chef de l'État Alassane Ouattara, qui doit dévoiler son projet de révision de la Constitution voté en novembre 2016. Selon les observateurs, cette réforme devrait avoir un impact très important sur l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Cafouillage au sommet de l'État en Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo, qui s'est auto-investi puis installé au palais présidentiel, est désavoué par la CEDEAO et par la France qui appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Plus de précisions avec Aïssatou Diamanka-Besland. La France appelle à la retenue et au respect du cadre juridique et de l'ordre constitutionnel. Elle rejoint ainsi la CEDEAO qui, dans un communiqué le 2 mars, a dénoncé la situation d'insécurité institutionnelle et politique que traverse la Guinée-Bissau. Alors, donc la position de la France sur la Guinée-Bissau aujourd'hui vient démontrer encore la grandeur que la France a à travers le monde, surtout un très grand connaisseur de la politique ouest-africaine, en demandant que la constitution bissau-guinéenne soit respectée. Donc, on réjouit encore de ça. On aurait aimé que le Portugal aussi, en tant que pays colonisateur, aurait pu se positionner d'une manière
très clair, parce que quand on voit cette violation de la constitution de la République de Guinée-Bissau et que toute la communauté internationale est d'accord comme quoi c'est un gouvernement illégitime et qu'ils ne sont pas d'accord de la manière comment Umaro Sissoco a été investi, donc c'est une raison de plus pour que la communauté internationale rejoigne la position de la France pour pouvoir remettre Umaro Sissoco à sa place et revenir dans un droit constitutionnel de la République de Guinée-Bissau. Cependant, Umaro Sissoco Embaló garde le pied sur l'accélérateur. Il vient de présider son premier conseil des ministres ce mercredi 4 mars sur la question de l'immixtion de l'Union européenne et la position des députés européens dans le dossier électoral bissau-guinéen. Le président autoproclamé dénonce une ingérence politique et une menace pour la démocratie. On ne fait pas partie de l'Union européenne. Nous sommes en Afrique. Nous sommes juste des partenaires. Des députés bissau-guinéens pourraient aussi écrire une lettre aux affaires politiques de l'Union africaine pour demander des sanctions contre membres de l'Union européenne. C'est hors de propos. La crise post-électorale s'enlise en Guinée-Bissau. La Cour suprême dont les membres doivent trancher le contentieux électoral est aujourd'hui contrôlée par l'armée. Une situation d'imbroglio politique s'installe désormais à la tête du pays. Au Sénégal, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes fait son bilan. La première phase de cette initiative, lancée en 2018, a enregistré 200 000 bénéficiaires directs et indirects, dont 70% de femmes. Ainsi, des porteurs de projets dans 14 régions et 552 communes ont pu obtenir des financements. Les détails dans ce reportage d'Eladine Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Le bilan des 2 ans de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a été fait ce mardi 3 mars 2020 au centre de conférence internationale d'Abdou Diouf. Lancée le 8 mars 2018 par le président Macky Sall, cette cérémonie était une occasion pour le délégué général de rappeler les réalisations durant ces 2 ans. La DER/FJ, grâce à son portefeuille de 30 milliards de francs CFA pour la première phase, a enregistré 200 000 bénéficiaires directs et indirects, dont 70% de femmes. Ainsi, 70 000 bénéficiaires ont reçu des financements à travers le guichet d'autonomisation économique des femmes et des jeunes allant de 50 000 francs à 500 000 francs CFA. 45 départements impactés, 14 régions et 552 communes ont tous eu au moins 10 millions de francs CFA sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi financé 1894 TPME et PME avec le guichet hors autonomisation, c'est des financements allant jusqu'à 15 millions de francs CFA. 144 startups dans le domaine du numérique ont eu à bénéficier de financements d'accompagnement en seed, pre-seed et growth capital, des financements allant de 10 000 euros à 100 000 euros. Alors que beaucoup étaient sceptiques sur le remboursement des créances, la DER/FJ a pu recouvrer rien qu'en 2019 5 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 75%. Pour le chef de l'État qui a présidé la cérémonie marquant aussi le 3e financement de la DER/FJ, l'autonomisation des femmes reste la priorité absolue. La DER, donc je le disais, a été mise en place pour renforcer la politique d'inclusion. Et le témoignage du jeune Moustapha VI a été poignant. Et justement, la DER doit répondre à des sollicitations de cette nature. À des gens qui ont besoin du soutien de la puissance publique, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un crédit bancaire. C'est clair. Et la DER doit être là. La DER/FJ a ouvert pas moins de 80 000 comptes bancaires et elle a signé 28 accords de partenariat avec des départements ministériels, des agences de l'État du Sénégal, des entreprises privées et des structures internationales. La Somalie renoue avec les institutions de Bretton Woods. Le pays a été déclaré éligible au dispositif commun du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Dispositif qui permettra d'alléger la dette de ce pays de la Corne de l'Afrique dans le cadre de l'initiative en faveur des États pauvres très endettés. Explication avec Aïssatou Bari. La Somalie éligible à l'allègement de sa dette par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Le pays a franchi une étape importante en intégrant l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. À terme, cela lui ouvrira les portes d'une annulation de la quasi-totalité de sa dette qui s'élevait à 5,3 milliards de dollars fin 2018. C'est une reconnaissance des réformes ambitieuses dans lesquelles le gouvernement reste engagé pour apporter plus de transparence et faire revivre l'économie. L'institution de Bretton Woods a assuré avoir obtenu des promesses de financement suffisantes pour un allègement complet de la dette de la Somalie. Plus de 100 pays membres du FMI se sont engagés à fournir environ 334 millions de dollars de financement. L'allègement de la dette de la Somalie procède de la performance que la Somalie affiche. Il vaut mieux être en bonne relation avec parce qu'on peut faire d'autres affaires. Et je crois simplement que c'est une attitude tout à fait normale de la part des institutions de financement internationales. Et ce genre de choses, pour un pays comme la Somalie, sont de nature à encourager. L'argent qu'ils pourront être en mesure d'économiser pourra servir au social. Cette décision relance les relations entre la Banque mondiale et la Somalie, interrompues depuis 1991. Le pays avait alors sombré dans une guerre civile dévastatrice qui a anéanti son système bancaire et plongé l'économie somalienne dans la crise. L'économie kenyane se maintient dans le vert, portée par un ambitieux programme de réforme. La croissance du PIB est réalité estimée à 5,6% en 2019. Le déficit du compte courant extérieur, quant à lui, s'est resserré à 4,6% du PIB. De bons résultats qui laissent entrevoir un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Les détails avec Aïssatou Bari. Le Fonds monétaire international FMI se dit satisfait des progrès importants réalisés par les autorités kenyanes. L'institution vient d'effectuer une mission dans le pays en vue d'engager des négociations pour un nouveau programme triennal. Des performances réalisées grâce notamment au programme de réforme qui vise à renforcer davantage la croissance forte et inclusive du Kenya, estime le FMI. À mon humble avis, le satisfecit du Fonds monétaire international me semble arriver un peu tardivement par rapport à l'évolution de la situation du Kenya. Ce satisfecit risque d'être un peu plus politique que technique. Ce qui est satisfaisant pour le Fonds monétaire international, c'est simplement le fait de la réduction du déficit extérieur du Kenya et l'augmentation naturellement de ses réserves de change qui se situeraient aujourd'hui autour de 6 mois d'importation. La croissance du produit intérieur brut réel était estimée à 5,6% en 2019 contre 6,3% en 2018, tirée par la résilience continue du secteur des services. J'aurais aimé sincèrement encourager le président qui avait déjà pris l'initiative de lancer une euro-obligation de 2,5 milliards de dollars ou d'euros, foncer sur cette voie de l'euro-obligation plutôt que d'attendre le 1 milliard du Fonds monétaire international qui s'avère naturellement insuffisant par rapport aux ambitions affichées par le Big Four Agenda. Toutefois, malgré les progrès importants accomplis dans la réduction du stock de factures en attente des années précédentes, le fonds relève que le déficit budgétaire a légèrement augmenté au cours de l'exercice 2018-2019 pour atteindre 7,7% du produit intérieur brut et la dette publique nominale a atteint 62,1% du PIB. Bonne nouvelle pour le Burundi. Le pays qui envisage d'augmenter sa production en électricité vient de bénéficier d'un financement de 160 millions de dollars de la Banque mondiale. 100 millions de dollars seront dédiés à un projet d'énergie solaire. Les 60 millions restants serviront à la mise en place d'un projet communautaire intégré. Neile Claude Bessa. Les Burundais issus des couches sociales défavorisées envisageront désormais des lendemains meilleurs. En effet, le pays, à travers les projets d'énergie solaire et le développement local, a reçu une subvention de 160 millions de dollars. Les fonds alloués par la Banque mondiale via l'Association internationale pour le développement IDA visent à améliorer les services essentiels des populations vivant dans les zones rurales et isolées du Burundi. À travers ces projets, nous améliorerons les conditions de vie des Burundais vivant dans les localités rurales et renforcerons le capital humain. Ils permettront de mettre en place de petites infrastructures telles que les écoles, les centres de santé et des routes, tout en améliorant la nutrition dans ces zones et en améliorant l'accès à l'électricité solaire.
Doté de 100 millions de dollars, le projet d'énergie solaire pour les communautés rurales permettra le raccordement à l'électricité par des installations solaires autonomes. Ce projet procurera des capacités de production d'énergie renouvelable d'environ 17 MW. Avec une enveloppe de 60 millions de dollars, le projet de développement communautaire intégré améliorera la nutrition et l'accès aux services de base et aux débouchés économiques. Cette initiative créera 100 micro-entreprises et formera près de 8 000 personnes à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Le présent appui, le plus élevé de la Banque mondiale au Burundi depuis quelque temps, viendra considérablement relever les conditions de vie des citoyens les moins nantis dans la mesure où c'est également une opportunité pour des milliers de petites et moyennes entreprises qui pourront désormais exercer et générer des richesses et des emplois dans le pays. Le deuxième projet aura un impact positif sur la qualité des ressources humaines de ce pays. En outre, ces deux projets contribueront à l'amélioration de la qualité des services d'éducation et de santé en milieu rural. Précisons que le taux d'électrification rurale au Burundi est de 2%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.